Donc, je m'appelle Sébastien Boistel, je travaille pour un journal c'est un journal, on continue à couper des arbres pour imprimer, pour faire ce mensuel. Alors, on a un mensuel qui s'appelle Le Ravi, comme le Ravi de la crèche, c'est-à-dire celui qui, d'une certaine manière, dit et a l'air toujours content et dit les choses sans avoir l'air trop de comprendre ce qu'il dit. On a un mensuel qui existe depuis, on fête notre numéro 100. On a lancé une nouvelle formule à l'occasion avec une nouvelle maquette tout en couleur. Je vous fais pas l'article, achetez-nous. On fait un journal satirique en région et totalement indépendant. Totalement indépendant, ça veut dire qu'on a des difficultés, que les fins de mois commencent très tôt chaque mois. Qu'on fonctionne, on est une petite équipe de moins d'une dizaine, une bonne partie en contrat aidé, donc des contrats précaires, mais justement comme on n'a pas grand chose à perdre et comme on n'a aucun lien au niveau politique, financier, ça nous amène au niveau du contenu, à non pas dire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, mais à pouvoir dire ce que les autres ne disent pas. Parce qu'on est un journal qui est principalement un journal d'enquête, hein, et qui pratique le mélange des genres. Le mélange des genres, ça veut dire la satire. Et la satire, ça veut dire du dessin de presse, et non pas des photos qu'on pourrait trouver sur Internet qui nous coûteraient pas cher mais qui apporteraient pas grand-chose. On est un journal aussi qui fait de l'enquête, du reportage. Est-il participatif? On y reviendra. On a parfois des non-journalistes qui contribuent, qui nous alimentent. Nos lecteurs sont notre principale richesse. D'abord parce qu'ils nous achètent, mais aussi parce qu'ils nous font remonter de l'information. Et des fois, ils contribuent au journal. Et on est participatif et on est aussi à rebours de tout ce qui est la culture de l'immédiateté, au sens où notre site internet, comme on a besoin de vendre notre journal, les articles pour que les personnes continuent à acheter le journal ne sont mis en ligne qu'un mois après. Donc on n'est absolument pas dans l'immédiateté ni dans le monde merveilleux de Twitter où on s'exprime en 140 caractères. Et on se définit avant tout c'est un mot un peu barbare, comme un slow media. Slow media, ça ne veut pas dire qu'on écrit lentement pour des personnes qui lisent pas vite. Ça veut dire que par rapport au flux de l'actualité, on a décidé de ralentir. On est un mensuel et on a décidé que sur un sujet, s'il faut prendre du temps, on va le prendre. Voilà. Et c'est l'équivalent le slow media, ce serait la traduction de ce qu'il y a pu y avoir en Italie par rapport au fast-food. Fast-food, en Italie, il y a des personnes qui ont inventé un mouvement qui s'appelle le slow food, c'est-à-dire reprendre du temps en cuisine pour bien bouffer. Il y a plein de personnes qui se disent que c'est important de bien bouffer, qui font un retour vers le bio. Nous, on considère que la presse, faut aussi avoir une attention à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde, et que s'il y a des carottes qui peuvent donner le cancer, il y a des informations qui peuvent donner ce qu'on est en train de vivre. Donc on a intérêt à faire attention à ce qu'on lit, ce qu'on écrit, ce qu'on écoute et ce qu'on regarde. Et je laisse la parole à mon collègue de CQFD. Merci. Alors moi je suis Flic Le Guen, je représente le mensuel CQFD. Alors on est un titre relativement inclassable. D'ailleurs, quand les grands médias parisiens veulent parler de nous, ils sont bien embêtés. Alors tour à tour, on est un journal satirique, on est un journal post-situationniste, on est un journal autonome. Les qualificatifs ne manquent pas. Alors dès l'origine, donc en 2003, CQFD, c'est la réunion de plusieurs personnes d'horizons vraiment très différents. Il y a quelques professionnels de l'écriture, que ce soit l'écriture journalistique ou l'écriture de romans, de témoignages, de bouquins, mais aussi des militants qui viennent de la lutte pour les sans-papiers, de la lutte anticarcérale, de la lutte aussi antimilitariste. Hein, donc ça donne vraiment un paysage très, très divers. Et c'est à mon avis pour ça aussi qu'il est aussi difficile de nous classer.
Alors le fonctionnement du journal, il est extrêmement donc autogestionnaire, comme on pourrait le dire. Il n'y a pas de chef à CQFD, il n'y a pas de rédacteur en chef. Moi, je suis directeur de la publication, mais c'est juste pour les procès. Hein, à chaque fois qu'on a des ennuis, c'est moi qui me retrouve à aller voir les juges d'instruction. Hein, mais voilà, ça sert vraiment qu'à ça. Pour ce qui est donc du fonctionnement de l'écriture du journal, on fait beaucoup appel à des contributions. C'est un journal qui fonctionne de manière très horizontale. Et donc, en fait, les membres du comité de rédaction à Marseille ne sont pas ceux qui nourrissent le journal, ne sont pas ceux qui écrivent le plus d'articles. Hein. On reçoit énormément de contributions du monde entier, hein, d'ailleurs. Alors, on a des correspondants privilégiés qui nous connaissent et qui nous suivent depuis très longtemps et à qui on peut demander, suivant l'actualité, des choses particulières. Hein, mais on a aussi beaucoup de premiers articles et qui sont parfois non suivis d'un deuxième article. Hein. C'est des contributions uniques. Pour ce qui est donc de la diffusion, on a fait le choix d'une diffusion la plus large possible, donc une diffusion en kiosque. Alors évidemment, ça c'est extrêmement difficile à tenir, hein, puisque donc il faut produire beaucoup de copies pour pouvoir être présent dans un maximum de kiosques en France. Si on n'est pas mis en avant, évidemment les ventes ne suivent pas. Il y a beaucoup de retours et le journal il coûte plus cher à fabriquer. Enfin, il est plus la situation financière est plus tenable. Hein. Donc on a fait aussi le choix de diversifier un petit peu le mode de diffusion. On fait beaucoup appel à des réseaux de colporteurs, en particulier donc dans la France des campagnes. On peut s'appuyer sur un certain nombre de gens qui nous apprécient particulièrement, à qui on fait parvenir des journaux en paquets de 5 ou de 10 et qui vont donc sur les marchés dans leur village ou dans leur région, donc essayer de nous faire connaître. Alors à côté de ça, bon, avant il existait aussi à une époque une coopérative donc de diffusion, donc c'était une autre façon donc d'échapper à Prestalis. Donc Prestalis c'est l'ancien NMPP, c'est le principal diffuseur. 80% des titres de la presse française sont diffusés donc par Prestalis, mais bon, avec des conditions qui sont de plus en plus difficiles. Et c'est vrai que nous comme les autres titres de la presse, on est continuellement sur le fil du rasoir. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit, mais bon, je pense qu'il pourrait y avoir des questions. On fait les 3 journaux et après on... C'est très amusant ce qui se passe là, parce qu'on n'a pas du tout suivi le déroulé, mais surtout, finalement, c'est les journaux papier qui ont pris l'avantage. Ils devaient passer les derniers et ils passent les premiers. Et la seule dame qui devait parler pour les journaux, eh ben, on l'a oubliée. Alors c'est moi, mais vous inquiétez pas, je suis le plus vieux journal indépendant qui existe. Je m'appelle La Grande Relève. Et ce journal, c'est vraiment le doyen, parce qu'il existe depuis les années 1930. Vous voyez, alors bien sûr, moi j'y étais pas au début, hein, mais il y a des gens qui écrivent depuis 1930. Son premier numéro était en 1935. Sa publication n'a été interrompue que par les années d'occupation de la Deuxième Guerre. Ça publie ni publicité ni subvention d'aucune sorte. C'est le soutien de ses abonnés qui lui a permis de tenir le coup et d'être lu bien au-delà de l'Hexagone, à l'abri de toute pression commerciale et aussi de tout pouvoir public. Vous trouverez quelques numéros en même temps que des numéros du Ravi à l'extérieur sur une table. Il y en a 5, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Si cela était possible, c'est sans doute parce que ces rédacteurs, tous bénévoles, ne sont pas des journalistes professionnels.
Ce sont de simples citoyens qui cherchent à comprendre comment fonctionne le monde dans lequel ils vivent et à réfléchir ensemble sur la façon dont il pourrait fonctionner mieux. Chaque numéro, le journal est mensuel, donne lieu à une réunion de préparation, même à distance par ordinateur interposé. Moi, j'en fais partie et on fait la réunion sur Skype, effectivement. Chaque numéro, donc, donne lieu à une réunion de préparation et chacun vient avec ses réflexions, commenter ses propres lectures et donner son avis et ses suggestions à propos des articles qui sont envoyés. Et là, il y a un gros travail qui est fait pour faire que quand même les articles qui sont envoyés soient à peu près bien écrits. Et ça, c'est un problème qu'on reprendra dans la table ronde. Voilà, la Grande Relève milite pour une économie distributive qui n'écarterait personne, permettrait à chacun de s'épanouir dans l'activité de son choix et distribuerait autrement les richesses avec le souci d'en laisser pour les générations futures. Si vous souhaitez participer à nos réflexions, vous pouvez vous contenter de regarder son site, parce que la Grande Relève a un site aussi, qui s'appelle économiedistributive.fr. Mais vous pouvez aussi, en vos abonnements, recevoir à domicile le journal, et à ce moment-là, on n'offre ni téléphone portable, ni autre chose comme ça, mais vous pourrez avoir la joie de participer à un article ou deux et faire part de vos réflexions. Voilà. Merci. Sans parole. Dernier journal dont on va vous parler aujourd'hui, c'est un bébé journal, mais qui est très vieux, qui s'appelle Sans Parole, C-E-N-T, Parole, que vous pouvez lire sur Internet en faisant Sans Parole d'Aix. Bon, c'est un bébé journal parce que récemment, on l'a remonté, mais en fait, il y a un Sans Parole qui a existé dans les années 80 et ça explique son histoire. C'était l'époque où le maire d'Aix s'appelait Alain Joissin et où il s'appelle Joissin encore, mais il ne s'appelle plus Alain, et qui avait cette politique qui faisait qu'il fermait tous les établissements qui ne lui étaient pas soumis, en particulier le Relais culturel à l'époque, dont on avait parlé même dans d'autres journaux. Et ces gens qui étaient victimes de cette répression, ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Et alors, un des points litigieux, c'est que le maire, en plus, se répandait de calomnies sur chacun de ces lieux. Et le seul moyen de répondre, c'était de faire un journal. Et donc, on avait créé à l'époque Sans Parole, C-E-N-T, Parole au pluriel. Et pendant plusieurs années, il a non seulement permis de répondre au maire, mais aussi a été un journal d'investigation qui sortait des tas d'informations qu'on ne pouvait pas connaître par les autres journaux sur Aix. Eh bien, l'année dernière, on a repris ce projet en disant il faut refaire un Sans Parole parce que, de nouveau, ce que nous rencontrons sur le terrain, eh bien, les journaux, les grands journaux, les journaux qui ont des grandes diffusions, n'en parlent pas ou en parlent toujours de la même façon. En particulier, par exemple, à la Ligue des droits de l'homme d'Aix, on est tombé sur des affaires chaudes, des affaires qui touchent des élus et qui sont des affaires importantes. Et on est allé voir les journaux qui n'ont pas voulu en parler. Donc on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait quand même des barrières, des censures qui étaient très fortes. Et puis, c'est toujours les mêmes questions auxquelles répondent toujours les mêmes experts, etc. On ne pouvait pas accepter ça plus longtemps. Et donc, on a créé ce journal, mais qui débute à peine, qui redébute à peine. Il a été créé par des individus, mais des individus qui appartiennent à des associations, à ATTAC, à la Ligue des droits de l'homme, à RL Vidéo, à l'ATMF, l'Association des travailleurs maghrébins en France, à Camédia, et qu'est-ce que j'oublie, au Repère. Donc, c'est des individus qui sont issus de ces associations, qui ont créé le journal et
qui l'ont voulu à la fois pluraliste, mais en même temps en défendant certaines valeurs fondamentales. C'est-à-dire qu'on a un socle de valeurs sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord, que vous pouvez imaginer, qui sont les droits de l'homme, ce que les indignés appellent la démocratie réelle, la résistance au néolibéralisme forcené, etc. Et par ailleurs, il y a une grande liberté pour chaque rédacteur dans les articles qu'il fait, c'est-à-dire qu'à partir de ce socle, il peut y avoir des divergences, des différences, etc., au niveau des articles qui sont faits. Hein, il n'y a pas une ligne uniforme au niveau de l'ensemble du journal. Et puis, oui, nous avons essayé que le journal lui-même corresponde à ces valeurs. Alors, par rapport au néolibéralisme, par exemple, si Martin Bouygues ou Lagardère, etc., nous proposent de nous financer, on dira non. Hein, on veut être indépendant. D'autre part, au niveau de la démocratie, les décisions se prennent de façon collective et, comme on vous l'a expliqué, c'est un journal pluraliste parce que les sensibilités qui s'y expriment sont diverses à partir, vous vous rappelez, de ces valeurs communes qui sont notre socle. Alors, c'est un journal qui débute. En fait, on a besoin de l'agrandir. Les gens qui seraient intéressés par ce type de projet, qui viennent nous voir dès aujourd'hui, on a une petite équipe qui peut tout à fait s'agrandir. Et on cherche aussi les contributeurs, les participations, etc. C'est un journal qui est en train de s'agrandir, de commencer à vivre. Voilà, moi, j'en dis pas plus.